En 1995, quasiment 4 ans après l'abolition de l'apartheid et alors que le pays est encore profondément divisé, les Springboks, l'équipe de rugby à 15 de l'Afrique du Sud, remporte la Coupe du Monde dans son antre de l'Ellis Park de Johannesburg face aux terribles All Blacks de Nouvelle-Zélande. Cet événement marque profondément le pays et pose une des premières pierres de la réconciliation et de l'utopie de la nation arc-en-ciel. En 2009, Clint Eastwood narre dans Invictus comment le légendaire Nelson Mandela, fraîchement élu président, a fait du rugby et des box, perçus comme des emblèmes de l'apartheid, un symbole de l'apaisement et de l'union sud-africaine. Et si cette histoire vraie n'était en fait qu'un tissu de mensonges ? Et si, derrière l'une des plus belles histoires du sport, se cachait en fait l'une de ses plus grandes escroqueries ? Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Radio Cinémateur, il est 17h32 et vous écoutez Libre Antenne. Comme je le disais dans l'intro, Invictus raconte, au travers des personnages de Nelson Mandela et de François Pinard, le capitaine des Boks, comment le rugby a œuvré à unir le peuple sud-africain qui se remettait difficilement de la fin de l'apartheid. On y suit donc le parcours d'une sélection sud-africaine qu'on pourrait qualifier de nulle avant d'accueillir le plus grand événement rugbystique du monde, mais aussi ses difficultés, l'hostilité légitime des populations noires qui vont même jusqu'à supporter leur adversaire, et puis les victoires, notamment contre l'Australie en poule, la naissance de l'espoir, des rêves un peu fous, la demi-finale homérique face à la France, et bien sûr, la victoire finale arrachée à la Nouvelle-Zélande, synonyme de titre de champion du monde. Mais en fait, cette histoire sert plus de fil rouge et laisse toute sa place au vrai sujet du film, à savoir une déclaration d'amour à Madiba de la part de Clint Eastwood. En effet, le président fraîchement élu est le personnage principal du film. Clint Eastwood choisit de nous montrer sa prise de fonction, les doutes qui entourent l'arrivée de cet ancien rebelle au poste suprême, les nouvelles méthodes qui ont du mal à effacer les anciennes, les choix de Mandela qui vont parfois à l'encontre des volontés de ses partisans, et puis l'adhésion qu'il arrive toujours à susciter, peu importe le temps que ça prend. Mandela est ici montré comme un grand humaniste qui a su cerner les aspirations profondes de son peuple et qui a tenu ses convictions jusqu'au bout pour faire non pas ce que le peuple voulait, mais ce dont il avait besoin. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Invictus est une de ces œuvres dont on sort avec un vrai sentiment de légèreté, tant l'histoire à laquelle on a assisté est puissante, pure et réjouissante. Pour autant, et à mon humble avis, il rate un peu le coche des grands films en étant très monolithique et en manquant de recul dans son traitement de Mandela, un peu trop parfait pour qu'on y croie, même si la prestation tout en subtilité et en mélancolie contenue de Morgan Freeman donne à ce Mandela la consistance que Clint Eastwood peine à lui insuffler. Au final, on a assisté à une histoire tellement parfaite et lisse qu'on en viendrait presque à douter de sa réalité. Ouais, c'est pas faux. En fait, beaucoup d'éléments nous permettent d'en douter carrément. Je vais très probablement dézinguer vos illusions dans les minutes qui suivent. La victoire de l'Afrique du Sud n'est probablement pas complètement due aux performances sportives des Springboks. Il est complètement fou, ce mec. Remettons un peu les choses dans leur contexte. En 1995, l'Afrique du Sud est loin d'être favorite. Elle compte 10 victoires sur les 20 derniers matchs, mais si on considère uniquement les matchs contre les nations majeures, Nouvelle-Zélande, Australie, Angleterre, France, on arrive à 3 victoires en 13 matchs. Donc autant dire que le titre de champion du monde est hautement improbable, mais en même temps le sport est fait d'exploits légendaires, et si c'est un peu léger pour remettre en question la légitimité de cette victoire, ça me paraissait quand même important de le rappeler. Ce qui pose vraiment des questions, en tout cas qui me pose vraiment des questions, est un peu éloigné du terrain. La fameuse finale contre les All Blacks, qui comptait dans leur rang l'immense John Alomu au style si élégant et raffiné de tractopelle, s'est disputée dans un contexte pour le moins chelou, une dizaine de Néo-Zélandais ayant été frappés d'intoxication alimentaire 2 jours avant le match. Ça tombe bien. Encore une fois, c'est un argument individuellement un peu léger et pas suffisant pour crier au scandale, mais cela s'ajoute à ce qui s'est passé durant la demi-finale entre la France et l'Afrique du Sud. En 1995, la meilleure équipe du monde, ce n'est ni la Nouvelle-Zélande, ni l'Australie, c'est bien la France. Avec des joueurs de légende, un jeu léché fait de mouvements et d'imprévisibilité, elle compte parmi les favoris au titre final mais tombe contre le pays hôte en demi. Tout a déjà été dit 1000 fois sur ce match au scénario tragique et aux conditions de jeu dantesques. 2 heures de retard au coup d'envoi, une pluie torrentielle transformant l'Absa Stadium en piscine et défavorisant le jeu spectaculaire des Bleus, un ciel noir, un jeu haché rempli de fautes de main, de combats, d'intimidation, 2 essais refusés et des pénalités non sifflées alors que les mêlées s'enchaînaient pour la France, un essai accordé à l'Afrique du Sud que son auteur avoue lui-même n'avoir jamais aplati. Oh là, c'est vraiment trop injuste. Alors oui, je sais, les Français se traînent une réputation de mauvais joueurs qui n'est pas totalement imméritée, mais bon, faut voir aussi les matchs qu'on s'est fait carotte. 2011 Remember. Il serait très facile de tomber sur l'arbitre, le gallois Derek Bivan, qui, consciemment ou non, a de toute évidence orienté ce match vers une victoire de l'Afrique du Sud. Ou de mesquinement rappeler qu'il a reçu en cadeau de la part de l'Afrique du Sud un sifflet et une montre en or après la compétition. Mais comme le dit Abdelatif Benazzi, auteur d'un essai refusé qui a préféré prétendre ne pas avoir marqué pour évacuer la déception, ce jour-là, le plus important était ailleurs.
ça dépassait l'événement sportif. Ce pays avait besoin de ce titre pour se réconcilier avec lui-même. Le sport parfois fait avancer certaines choses. Et si j'y ai pu contribuer, tant mieux. La victoire de l'Afrique du Sud a peut-être nécessité quelques coups de pouce, de la météo, du destin, de l'arbitre, mais elle a été essentielle dans la reconstruction du pays. Cela méritait sûrement quelques sacrifices. Mais est-ce que ça méritait tous les sacrifices ? Est-ce que la santé des joueurs aurait pas été mise au second plan pour atteindre ce titre ? On peut légitimement se poser la question. Le 6 septembre 2019, Chester Williams, ailier et un des seuls joueurs de couleur des Springboks de 95, décédait d'une crise cardiaque à seulement 49 ans. Il rejoignait Kruger, Small et Van der Westhuizen, un des meilleurs demi-mêlées de l'histoire, tous morts avant 50 ans, tous de maladies extrêmement rares. Les suspicions de dopage autour de cette équipe sont fortes, très fortes même, et les déclarations des joueurs visant à rassurer produisent plutôt l'effet inverse. Certains avouent par exemple avoir pris de la vitamine B12, autorisée mais connue pour potentialiser l'effet de l'EPO, indétectable à cette époque. L'encadrement des box, lui, a avancé la piste des pesticides utilisés pour les pelouses, explication qui, bien évidemment, n'a pas satisfait grand monde. Je ne suis pas satisfait, Bob. Pas satisfait. Pour autant, si les joueurs ont été dopés, et à l'heure actuelle je rappelle qu'on ne sait toujours pas s'ils l'ont été, il est tout aussi crédible qu'il l'a été à leur insu. Quoi ? On m'aurait menti alors ? J'ai beaucoup de mal à croire qu'après autant d'années et de morts, aucun des joueurs de cette période n'ait vidé son sac et préfère garder le secret. Au final, où est-ce que tout ça nous amène ? Dans la direction générale de là-bas, en gros. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde, même si on n'est pas à l'abri d'un livre choc dans quelques années, et on ne peut donc que supputer à partir des infos qu'on a à notre disposition. Chacun est bien sûr libre de se faire son propre avis, et d'ailleurs j'ai mis moult liens de sources dans la description. En ce qui me concerne, je pense évidemment que c'est pipoté, mais pour une bonne cause. En fait, on peut juste se demander si cette victoire si importante pour tout un pays, pour deux peuples, vaudrait les sacrifices potentiels et l'hypothétique mise en danger des joueurs dont on vient de parler. Et en prenant un peu de recul, on peut aussi s'interroger sur ce que l'histoire doit retenir. Une belle fable bien lisse, vitale pour un pays qui fut aussi profondément divisé, ou bien une vérité peu reluisante, peu glorieuse, mais qui n'oublie pas des hommes qu'on aurait sacrifiés pour une mission qui dépasse l'individu. Voilà, c'est la fin de ce Libre Anthem. Là je prends juste 20 secondes pour vous dire ça y est, le Cinémateur est de retour. Il y aura plus de vidéos cette année que depuis le début de la chaîne, et d'ailleurs le prochain Cynic est bien avancé, mais il y aura aussi des petites nouveautés sympatoches qui vont arriver là courant de l'année. Au passage, je tiens aussi à souhaiter beaucoup de chance et de réussite au 15 de France, qui est pas ultra convaincant mais qui est toujours dans la course pour la Coupe du Monde au Japon. Et voilà, merci d'avoir écouté cette émission, et surtout restez sur Radio Cinémateur car... I'll be back.